Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez donc ce matin le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Messieurs, c'est à vous. Soyez le bienvenu, Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà été prévenu Prévenu. Prévenu. de votre nouveau ministère? C'est lequel? Justement, je vous le demande. Vous le savez pas, vous? Ah non, pas du tout. Excusez-moi, vous me surprenez. J'étais Dans mes dossiers, dans les problèmes. Et là, vous me parlez d'une chose qui n'a, pour moi, Vous restez donc au redressement productif. Écoutez, pour le moment. on a commencé un travail gigantesque. Sauver l'aluminium, sauver la pétrochimie, garder nos outils de travail, créer ceux qu'on n'a pas. C'est un travail de titan. Donc là, vous me prenez un peu au dépourvu, monsieur. Toutes ces rumeurs sur le changement de Premier ministre, c'est donc encore un mauvais coup porté peut-être à l'Élysée, à Jean-Marc Ayrault. Oui, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on revienne aux problèmes des Français. On n'a que ça à traiter, on est même là pour ça. Donc restons là-dessus. Et puis, si le président de la République a des décisions à prendre, il les prendra. Et puis, vous les découvrirez, et nous aussi. Et Jean-Marc Ayrault mérite de rester là où il est. Écoutez, je crois qu'il fait l'essentiel de cette tâche difficile, il le fait courageusement. Je vais vous dire, je plaisantais parce que je ne crois pas un seul instant à un remaniement maintenant. Et je ne vois pas quel en serait l'intérêt politique pour le président de la République. On va voir si on est démenti. Angela Merkel est à l'Élysée tout à l'heure pour un conseil des ministres entre la France et le gouvernement de coalition CDU-SPD. Avec votre collègue allemand de l'industrie, quel projet commun vous pouvez avoir pour l'industrie? Et peut-être même pour l'énergie. Justement, le président de la République avait parlé de l'Airbus de l'énergie, franco-allemand. Nous avons travaillé avec nos collègues allemands et mon homologue, M. Sigmar Gabriel, qui est en charge de l'industrie et de l'énergie, qui est le vice-chancelier. Nous avons travaillé à imaginer quelles seraient les industries que nous pourrions développer ensemble. Nous avons un projet sur le stockage de l'énergie, sur l'hydrogène, qui est un sujet qui intéresse tous nos constructeurs automobiles en France comme en Allemagne. Et évidemment, il y a la question du photovoltaïque qui a été décimé par le dumping chinois, sur lequel nous imaginons une nouvelle génération d'industrie. Et peut-être un jour le gaz de schiste. Ça, vous ne changerez pas d'avis. Est-ce qu'il paraît que il paraît que le président de la République a un peu évolué sur la recherche et peut-être l'exploration après ses conversations avec Barack Obama, c'est vrai? Je crois que la question de la recherche, elle est toujours posée. Les Français aiment l'avenir, ils croient dans l'innovation. Le problème du gaz de schiste, c'est qu'il est d'une pollution, et c'est démontré aux États-Unis, terrible. Donc il faut régler le problème de la pollution. Si on règle le problème de la pollution, y compris par la technologie, on peut réouvrir le débat. Il peut y avoir un jour une technologie propre pour l'exploration et l'exploitation. Pourquoi vous vous intéressez autant aux mines? Je disais que vous allez peut-être créer un office sur les mines. Pourquoi? Parce que la France a disparu dans le domaine minier, laissant la place à des majors internationales. Et beaucoup d'États, y compris en Afrique, en Asie, nous demandent le retour de la France. Donc nous sommes en train de travailler sur une compagnie nationale des mines qui nous permettra d'exploiter nos propres ressources naturelles, respectueusement de l'environnement, respectueusement aussi de la déontologie et de l'éthique dans les pays, notamment africains. Et cela nous permettra finalement de sécuriser nos approvisionnements, de maîtriser les prix. Bref, c'est le retour de l'État dans la résistance économique, le retour de l'État dans la planification industrielle. Bref, c'est le retour de Colbert. Voilà, Arnaud Montebourg, Colbert, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Pour Peugeot, une histoire de 2 siècles et 8 générations est en train de se terminer. Aujourd'hui, commence donc une nouvelle aventure. PSA donc a signé le protocole d'accord. L'État va entrer au capital, 14%, c'est-à-dire près d'1 milliard d'euros. Où vous avez trouvé ce milliard? Nous avons, vous savez, 70 milliards de participation dans 71 entreprises. Donc nous avons décidé de céder quelques pourcentages homéopathiques, de les vendre. Nous l'avons fait par exemple dans Safran pour pouvoir investir dans Peugeot. Mais l'événement majeur, c'est que tous les Français... Oui, c'est l'entrée de l'État dans une intervention massive de l'État dans le capital de Peugeot, 800 millions. Mais c'est un investissement à risque. Est-ce qu'il vaut le coup? Quand on entend encore tout à l'heure Thomas dire les pertes. Nous avons des centaines de milliers de salariés de PSA. Nous avons le premier constructeur français qui s'est isolé, qui n'a pas su passer des alliances industrielles au plan mondial, qui a une taille trop étroite, qui a besoin de trouver une alliance et qui a besoin de capitaux, car c'est une entreprise qui a perdu beaucoup d'argent. Donc c'est une intervention massive dans le capital et c'est un acte majeur de politique industrielle. Car je veux dire ici à votre antenne qu'aujourd'hui, tous les Français
deviennent copropriétaires de PSA, de Peugeot et de Citroën. Ça va être leur bien, Oui, en quelque mais sorte. donc il y a intérêt à faire fructifier le bien. Exactement. Que se serait-il passé, Colbert, si l'État n'était pas intervenu ? Eh bien, nous aurions été en de graves difficultés et PSA, peut-être, serait passé sous un contrôle que nous ne maîtrisions pas. L'accord ressemble à une nationalisation rampante et temporaire. C'est un investissement de tous les Français dans un outil industriel fondamental, qui est le premier constructeur français. Est-ce que l'État sera Automobile. pilote, comme demande l'Humanité Journal ce matin, pilote ou passager ? Il sera copilote. Est-ce que ça veut dire que, puisque l'État doit rester une durée maximale de 10 ans, est-ce qu'il restera les 10 ans, qu'il peut éventuellement sortir de l'opération avant les 10 ans, si ça rapporte ? L'accord conclut que les augmentations de participation ne sont pas possibles, mais il est possible de sortir. Mais notre choix est de rester, de défendre la recherche-développement pour qu'elle se maintienne en France, 75%, ça c'est le contenu de l'accord. Les sites industriels vont être chargés, nous allons augmenter la production en France. Aujourd'hui, on ne réduit pas les sites en France. Exactement, c'est un engagement aujourd'hui oui. qui est pris. Donc je veux rassurer les salariés de Peugeot, les élus des territoires. Aujourd'hui, PSA produit 930 000 véhicules en France. Nous avons le souhait de monter à 1 million. Et c'est l'engagement qui a été pris auprès des syndicats, des représentants des salariés. C'est-à-dire qu'il y a un engagement, même avec les Chinois, à maintenir, à développer des sites et des emplois en France d'abord. Exactement. Pourquoi ? Parce que les Chinois ne s'intéressent pas au marché européen, ils s'intéressent au marché asiatique. Et c'est là que PSA va gagner des parts de marché. En clair, gagner de l'argent en Chine, premier marché mondial, croissance considérable, plus 30% par an, pour pouvoir financer la recherche-développement, l'innovation, la montée en gamme de PSA en France et en Europe. Vous allez créer une usine, une 4e usine à Wuhan, en Chine. Ça fait 30 ans, presque 30 ans que PSA est en Chine. Pour vendre des voitures en Chine, il faut les produire en Chine. Sinon, on n'avait pas le droit. Et qu'est-ce qui est prévu pour empêcher le chinois Deng Feng de prendre les rênes de PSA, un de ces 4 ? Eh bien, c'est que les participations ne doivent pas bouger. Ça, c'est l'accord qui a été conclu avec nos amis chinois. Voilà. Ouais. Peugeot n'est plus une famille, c'est une marque. Vous aviez les Peugeot dans votre viseur. Est-ce qu'ils avaient le choix ? Est-ce qu'ils pouvaient refuser ce qui est en train de se faire ? Je crois que certains dans la famille Peugeot ont compris qu'il était nécessaire de s'internationaliser. Certains n'avaient pas compris. Quand vous avez un constructeur comme Toyota, premier constructeur mondial qui a 8 millions, qui produit 8 millions de véhicules par an, que Renault-Nissan n'est plus très loin et a une taille mondiale, quand vous ne produisez que 3 millions de véhicules, vous n'avez pas la bonne taille pour affronter la mondialisation. Alors, le conseil... Donc c'est un renforcement de la base industrielle France face à la mondialisation. Peugeot n'avait pas le choix. Le conseil de surveillance va comporter 14 personnes. 6 pour les actionnaires, 3 x 2, 6 extérieurs, 2 représentants des salariés. Le 14e sera le président. Est-ce que ce sera un Peugeot ? Nous n'avons pas décidé. Non, la question se posera après l'Assemblée générale. Quel est l'avis de Colbert ? Colbert a des idées, mais Colbert garde le silence. Vous savez ce que disait Euripide. Si tu as des choses plus fortes que le silence à dire, dis-les, sinon garde le silence. Je garde le silence. Non, mais on ne va pas arrêter. Donc pour Peugeot, c'est pas sûr. C'est peut-être probable qu'il ne soit plus à la tête. Il y aura une discussion entre les actionnaires. Il y aura un indépendant. Mais que l'État ne désignera pas. C'est trop tôt pour le dire, monsieur. Mais ce n'est pas l'État qui va le désigner. Pourquoi c'est trop tôt ? Parce que, d'abord, il faut aller devant l'Assemblée générale. Et au mois de mars. Voilà, donc c'est dans un mois que cette question se posera. L'État ne le désignera pas. Et puis, Carlos Tavares prend aujourd'hui la direction de la branche auto de PSA. Et fin mars, il prend le volant du groupe. Est-ce que c'est lui qui va bien diriger PSA ? La réponse est oui. Vous me permettrez d'abord de dire ma confiance dans Carlos Tavares. C'est un homme que je connais, qui a été numéro 2 de Renault, et donc je connais les qualités, l'implication, l'engagement et la vision. Je voudrais aussi rendre hommage à M. Varin, qui a réussi cet accord. C'est un point important parce que je crois que M. Varin, malgré toutes les difficultés qu'il a eu à connaître, parfois nous avons eu des mots, mais je veux lui rendre cet hommage parce que cet accord est un accord qui organise sur le plan du patriotisme industriel la pérennité et la solidité de PSA dans l'avenir. L'accord définitif sera signé fin mars à Paris en présence de 2 présidents de la République, François Hollande et Xi Jinping. Le président de la République de Chine, c'est un accord béni par les États. Selon le Canard enchaîné de ce matin, lundi à l'Élysée, avant l'arrivée de François Hollande, vous auriez dit devant les patrons, je cite, « En France, il y a trop de rigidité, le code du travail, les 35 heures, les seuils,
il faut soutenir les entreprises en débloquant tout ça. Vous le confirmez? Non, je ne confirme pas du tout. D'abord, je ne sais pas comment le canard enchaîné invente des choses. Il faut faire attention au ragot et surtout à la malveillance. Donc, ce sont des propos que je n'ai jamais tenus. Je ne les ai même pas pensés parce que je pense qu'on a un certain nombre de problèmes en France, mais qui ne sont pas de cet ordre-là. Donc, j'invite les journalistes à vérifier leurs informations. D'ailleurs, vous en êtes un et je crois que vous le faites. Et on vérifie. Et on voit bien aussi que vos relations avec les grands patrons se sont améliorées. Vous n'en parlez pas de la même manière. Mais une question. Est-ce que c'est la réalité, les voyages qui ont transformé le démondialisateur Arnaud Montebourg en un acteur déterminé de l'ouverture au monde? Je ne suis pas pour la fermeture au monde. Je dois vous dire que la démondialisation, en acte, dans mon ministère, c'est la défense, l'organisation méthodique de l'industrie du Made in France. C'est la même chose. C'est rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Donc, quand on produit en France pour satisfaire le marché européen, on satisfait à la fois le démondialisateur et l'amoureux du Made in France. Merci Colbert. Merci Monsieur Arnaud El Kabbach d'être venu ce matin sur Europe 1.